Nous sommes le 29 décembre 1953 à Bladenboro, une ville entourée de forêts de pins et de marécages dans l'état de la Caroline du Nord aux États-Unis. La nuit est déjà tombée quand une femme de la région entend brusquement les aboiements et gémissements inhabituels des chiens de ses voisins et des alentours. Trouvant ce comportement étrange, elle sort de chez elle et va voir ce qui se passe. Lorsqu'elle regarde, elle voit quelque chose de terrifiant. Une grande créature est en train de se faufiler lentement dans la cour de ses voisins. Cette bête énorme a un visage de chat. La femme, terrorisée, rentre chez elle. Plus tard, celle-ci va contacter la police pour leur signaler ce qu'elle a vu. Le même jour, un agriculteur du coin aperçoit aussi une créature qu'il décrit de la même manière. Il affirme que cette dernière a sauté sur son chien et l'a traîné dans les sous-bois. Nous sommes le 31 décembre 1953, en pleine soirée du Nouvel An. Toujours dans la petite communauté de Bladenboro, des propriétaires découvrent leurs chiens morts, atrocement mutilés. Ceux-ci ont été déchiquetés, leurs têtes arrachées. Mais ça ne s'arrête pas là, au contraire. D'autres animaux de compagnie subissent un sort pire encore. Ainsi, certains ont été tellement mâchés qu'on ne les reconnaît même plus. Les jours suivants, l'horreur continue. Les autorités locales ne savent même plus quoi penser et commencent vraiment à s'inquiéter. L'autopsie d'un des chiens est alors demandée. Et bientôt, les résultats tombent. Et là, la police est déconcertée lorsqu'elle les lit. En effet, il y a de quoi l'être. Apparemment, il semble que le corps a été complètement vidé de son sang, comme si un vampire l'avait aspiré. Le temps passe et les choses ne s'arrangent pas. Il n'y a pas que les chiens qui sont mutilés, d'autres types d'animaux subissent le même sort. En effet, les habitants vont signaler des porcs, des poulets, des vaches ainsi que des chèvres. Eux aussi ont été comme vampirisés et massacrés. En tout cas, les témoins qui affirment avoir aperçu la créature sont nombreux. Ils disent que celle-ci est de couleur brune, mesure au moins 1,50 m de long, a une longue queue, des poils touffus, une énorme tête, de longs crocs sortant de sa gueule, des oreilles pointues et un visage de chat. Bien sûr, les journaux ne tardent pas à s'emparer de l'histoire. Et maintenant, l'étrange créature a un nom. On l'appelle désormais la bête de Bladenboro. Avec la nouvelle de sa présence dans le coin, des gens venus de toutes parts ne vont pas tarder à débarquer. Leur intention est de capturer cette bête ou de la tuer. Ils sont nombreux, au moins 800 personnes ont envahi la ville en une journée, fusils de chasse et carabines à la main, bien décidés à en découdre avec la créature. Ils se sont rassemblés pour commencer à la traquer à travers les bois et les marécages. La peur règne maintenant dans la région. À la nuit tombée, à l'exception des chasseurs, tous les habitants de Bladenboro se barricadent chez eux et ne sortent que si nécessaire. Nous sommes à quelques kilomètres de Bladenboro, dans le mois de janvier 1954. La nuit est déjà tombée. Madame Kislow, une jeune maman de 21 ans, est dehors sur son porche. Mais soudain, elle entend des gémissements étranges qui semblent proches de la maison. Elle tourne la tête et d'un coup, son sang se fige. Il y a là, à quelques mètres d'elle, une bête énorme. Elle peut bien la voir car c'est la pleine lune. Elle n'avait jamais rencontré un tel animal auparavant. Il a une énorme tête,
et son faciès ressemble un peu à celui d'un chat, un tigre ou une panthère, mais il est bien plus gros et bien plus effrayant que ça. La créature avance lentement vers la jeune femme. Elle fixe sa proie d'un air menaçant. Alors la jeune maman, malgré sa peur, prend son courage à deux mains, se met à hurler et se précipite vers la porte d'entrée, l'ouvre et s'engouffre à l'intérieur, verrouillant celle-ci aussitôt derrière elle. Lorsqu'il voit sa femme aussi terrifiée, le mari de Madame Kislow s'empare de son fusil de chasse et sort de la maison. Mais la bête, visiblement effrayée, s'enfuit dans les bois poussant un cri semblable à celui d'un bébé ou d'une femme qui pleure, mais en plus terrifiant, du genre qui vous donne des frissons dans tout le corps. Le lendemain, de grandes empreintes de pattes sont retrouvées tout autour de la propriété. En tout cas, la bête de Bladenboro, qui jusque-là s'attaquait seulement aux animaux, a voulu cette fois-ci s'en prendre à un humain, mais heureusement pour la jeune femme, elle a eu la chance d'avoir pu échapper aux griffes de cette créature qui aurait été sans pitié. Quelque temps après, vers la fin du mois de janvier, le maire de Bladenboro, Bob Fussell, et le chef de la police, Forrest, ont décidé que la traque de la créature devait s'arrêter là, car le problème était réglé d'après eux. Voulant en finir avec cette terreur qui avait envahi la ville depuis des jours, ils prirent le lynx roux qui avait été piégé par un fermier du coin, le suspendirent à un mât de drapeau au centre-ville. Les deux hommes ont mis une pancarte en dessous de l'animal qui disait « C'est la bête de Bladenboro ». Environ plus d'une semaine après, les choses se sont calmées et les chasseurs sont rentrés chez eux. Pour les autorités, le lynx roux qu'ils ont capturé est bien la bête de Bladenboro. De plus, les attaques ont cessé après sa capture. Cependant, même s'il est vrai qu'un lynx roux, une panthère, un tigre peuvent s'en prendre à des animaux plus petits, comment expliquer que la plupart d'entre eux sont vidés de leur sang, comme si c'était l'œuvre d'un être vampirique? Au fil des années, quelques attaques ressemblant à celles de la bête ont été signalées dans d'autres régions de la Caroline du Nord. En septembre 2007, à Lexington, un matin de bonne heure, Glenda et Bruce Floyd, propriétaires d'une ferme de 100 acres, ont été témoins d'un spectacle horrible. Ils ont trouvé une soixantaine de leurs chèvres massacrées, le cou déchiré et vidé de leur sang. Bizarrement, elles n'avaient pas été mangées. Plus tard, dans une autre ville, à Greensboro, un homme a aussi retrouvé ses chèvres tuées de la même manière. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, vers 1582, en Allemagne, dans la ville agricole de Bedburg. Les habitants de cette ville vivent une période compliquée, ainsi la violence et la mort font partie de leur quotidien. En cause, la peste, la famine, les exécutions pour sorcellerie, mais aussi la guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Mais voilà qu'une nouvelle menace commence à planer sur la région. Un matin, en se rendant sur son terrain, un fermier retrouve un mouton mutilé. Quelques jours plus tard, c'est un autre homme qui retrouve une de ses vaches atrocement mutilée, elle aussi. Ce dernier conclut que c'est forcément l'œuvre d'un animal sauvage, un loup sans doute. Malheureusement, les choses ne vont pas s'arrêter là, bien au contraire. De plus en plus d'animaux sont massacrés, et la plupart des gens sont persuadés que les coupables sont les loups. Mais certains se posent la question, est-ce vraiment l'œuvre de cet animal, vu la violence des attaques? Beaucoup d'entre eux commencent à paniquer, et se demandent s'il ne s'agirait pas plutôt d'un être bien plus terrifiant et démoniaque, un loup-garou. C'est vrai qu'à cette époque, en plus des nombreux procès pour sorcellerie, il y avait aussi des accusations de lycanthropie, qui est la croyance selon laquelle un être humain peut se transformer en loup-garou. La suite des événements va être encore plus terrible,
car jusqu'à présent, c'est le bétail qui était touché, mais bientôt, c'est les habitants eux-mêmes qui vont craindre pour leur vie. En effet, voilà que des enfants se mettent à disparaître brusquement de leur foyer. Les parents ne comprennent pas ce qui se passe, et certains ne reverront jamais ces derniers. D'autres, par contre, sont retrouvés, mais dans des conditions horribles. Ils ont été complètement massacrés. Aussi, il n'y a pas que les enfants qui sont touchés par cette vague de disparition. De jeunes femmes subissent également le même sort. Certaines disparaissent sans laisser de traces, et d'autres sont retrouvées mutilées. De nombreuses personnes ont l'impression qu'ils ont affaire à un prédateur bien plus dangereux qu'un simple animal sauvage. La peur a envahi la communauté de Bedburg. Les loups sont-ils à l'origine de tout ce carnage, ou est-ce quelque chose de bien plus sombre? Un jour, 2 hommes et une femme qui marchaient près des bois le long d'un chemin de terre s'arrêtèrent net lorsque brusquement ils entendirent une voix. Ayant la certitude que quelqu'un était en danger et demandait de l'aide, l'un des promeneurs va alors s'engouffrer dans la forêt afin de voir ce qui se passe. Les autres étaient donc restés là à l'attendre, et après un bon moment, constatant que leur ami ne revenait pas, ces derniers ont commencé à s'inquiéter. L'autre homme, ayant décidé de partir à sa recherche, dit à la femme de rester là et de l'attendre. Et voilà qu'il rentra à son tour dans la forêt à la recherche de leur compagnon de voyage. Seulement, le temps commençait à être long pour la femme qui ne faisait qu'attendre et attendre. Celle-ci avait un mauvais pressentiment. Ses 2 amis étaient entrés dans les bois et aucun d'eux n'avait réapparu. Elle aurait pu essayer d'aller à leur recherche, mais la peur commençait à l'envahir, et celle-ci a finalement préféré prendre ses jambes à son cou. Elle s'en alla donc courant sur le chemin, mais alors qu'elle s'enfuyait, brusquement, quelque chose sortit des bois et la rattrapa. Terrifiée, la jeune femme se mit donc à hurler. Cette chose lui sauta dessus, l'agressa sauvagement, puis traîna son corps dans les bois. Plus tard, les corps des 2 hommes seront retrouvés horriblement mutilés. Par contre, celui de la jeune femme ne sera jamais retrouvé. Nous sommes en pleine journée, dans un pré où plusieurs enfants jouent ensemble. Ils ne le savent pas, mais non loin de là, il y a quelque chose derrière un arbre qui les observe. Soudain, la chose, une créature étrange, se précipite violemment sur une petite fille qu'il essaye d'entraîner dans la forêt avec lui. Mais les autres enfants terrifiés, ainsi que la pauvre petite victime, se mettent à hurler si fort que ça attire l'attention de quelques vaches aux alentours allaitant leurs veaux. Surprise, et craignant que leur petit ne soit en danger, celle-ci arrive en courant. Et là, ne s'y attendant pas, la créature effrayée s'enfuit dans la forêt, laissant sa petite victime encore sous le choc. Après avoir entendu parler de l'agression, les habitants de Bedburg n'en pouvaient plus de ces attaques incessantes et ont décidé qu'ils n'allaient pas se laisser faire. Mais qui est ce prédateur qui sévit à Bedburg, s'attaquant aux humains et au bétail? Cet animal qui rôde à travers la ville, n'ayant aucune pitié pour personne, s'arrêtera-t-il un jour? Apparemment non, pas pour l'instant car les attaques ne cessent d'augmenter. Les hommes de la communauté décident donc de prendre les armes, leurs chiens de chasse à leur côté. Prêts à en découdre avec cette bête qui terrifie la ville depuis trop longtemps, ces derniers se sont engouffrés dans la forêt. Durant des jours, ils ont cherché, traqué la bête, jusqu'à ce qu'une nuit, les chiens les conduisent à quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Selon un certain récit, celui d'un homme nommé George Bors, dans un premier temps, les chasseurs étaient certains qu'ils avaient aperçu un loup. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où les chiens l'avaient cerné, ils ont vu une sorte de créature, à la fois loup et humaine.
Cette créature était tout d'abord recroquevillée. Puis soudain, devant leurs yeux ébahis, la chose s'est levée et s'est complètement métamorphosée, prenant ainsi forme humaine. Devant ce spectacle hallucinant, tous étaient sous le choc non seulement parce que la créature s'était transformée, mais aussi parce qu'ils avaient devant eux un homme qu'ils connaissaient très bien. Il s'appelait Peter Stump et c'était un fermier local. Cet homme connu de tous était donc un loup-garou et un monstre dans tous les sens du terme. Pendant longtemps, aucun des habitants de Bedburg n'a soupçonné que cet homme pouvait être aussi dangereux. Le loup était déjà dans la bergerie, et malheureusement, étant déguisé en agneau, personne ne s'en est méfié. Dans La vie et la mort maudite de Peter Stump, écrit 2 ans seulement après le procès, George Borst a écrit « Et plusieurs fois, il parcourait les rues de Bedburg en habit avenant et très civilement, comme quelqu'un bien connu de tous les habitants des environs. Et souvent, il était salué par ceux dont il avait massacré les amis et les enfants, bien que rien ne soit suspecté pour la même chose. » Peter Stump était un riche fermier allemand de la communauté rurale de Bedburg. Il serait né à Eyprat, un village près de Cologne en Allemagne. Membre influent de la communauté, il était très respecté par celle-ci. On ne connaît pas vraiment sa date de naissance, mais il devait être âgé à peu près d'une 50aine d'années. La plupart des gens le décrivaient comme un homme gentil et sans histoire, ce qui apparemment n'était qu'une apparence. Il était veuf et était père de 2 enfants, une fille adolescente de 15 ans environ et un garçon dont on ne connaît pas l'âge. Lors de son procès, Stump a finalement tout avoué. Il a affirmé avoir commis tous ces crimes et qu'il était un loup-garou. Selon lui, il avait dû pactiser avec le diable lui-même pour obtenir ce don. Il prétendait donc qu'il avait le pouvoir incroyable de se transformer en loup. C'était un homme passionné par l'occultisme et il pratiquait la magie noire. Il a raconté que dès l'âge de 12 ans, Lucifer en personne lui fit un précieux cadeau. Il lui donna une ceinture magique pour le remercier de son dévouement, et lorsqu'il portait celle-ci, il se métamorphosait selon ses dires en un loup avide et dévorant, fort et puissant, avec de grands et grands yeux qui dans la nuit scintillaient comme du feu, une bouche grande et large, avec les dents les plus acérées et les plus cruelles, un corps énorme et des pattes puissantes. En tout cas, cet homme était persuadé d'être un loup-garou. Et que ce soit vrai ou non, c'était avant tout un tueur, un criminel en série, qui a commis des actes abominables. Il a avoué que durant 25 ans, il était un buveur de sang et qu'il tuait des agneaux, des moutons, des chèvres, des veaux et dévorait leur chair crue. Il a assassiné un bon nombre de personnes, dont des jeunes enfants qu'il a massacrés à main nue. Il s'en est pris aussi à des femmes enceintes, n'hésitant pas à leur arracher le fœtus du ventre. Et le comble de l'horreur, il mangeait leur cœur. En plus de toutes ces pauvres victimes innocentes, Stump a aussi commis l'impensable sur des membres de sa famille. En effet, l'homme a eu des relations avec sa propre fille qu'il a mise enceinte. Il a aussi tué son fils. Il a emmené ce dernier dans les bois, l'a sauvagement assassiné, puis a mangé sa cervelle. Une parente éloignée, appelée Katharina Trump, était devenue sa maîtresse. On disait que celle-ci avait pris part à ces crimes et qu'elle était une sorcière. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a également accusé de complicité sa fille, qui était avant tout une victime, puisqu'il l'avait lui-même agressée et engrossée. Sa fille et sa maîtresse Katharina sont donc emprisonnées elles aussi, et le 28 octobre 1589, tous les 3 sont condamnés à mort. Nous sommes le 31 octobre 1589, dans la ville allemande de Bedburg, près de Cologne.
une foule de personnes est présente pour assister à l'exécution de Peter Stump. Il a avoué avoir fait un pacte avec le diable, puis commis tous ces actes horribles, et apparemment, son exécution sera aussi horrible. L'homme a tout d'abord été allongé sur une roue, puis s'est fait retirer la chair de son corps à plusieurs endroits différents avec des pinces brûlantes. Puis ses membres ont été brisés avec une hache en bois. Et pour finir, on lui a coupé la tête. En guise d'avertissement, son corps a été brûlé et sa tête a été placée sur une pique au milieu du village. Quant à sa maîtresse Katharina et sa fille, elles ont été exécutées elles aussi, brûlées vives sur le bûcher avec lui. Alors Peter Stump était-il, comme il le clamait, un véritable loup-garou qui massacrait sans pitié des innocents, ou un terrible tueur en série persuadé d'être un loup-garou? Que l'on croit ou non à l'existence des loups-garous, une chose est sûre, c'est que cette légende est toujours aussi populaire. Cette créature fascine autant qu'elle effraie, et ça depuis l'Antiquité. On sait qu'à travers les siècles, certains hommes qui étaient en réalité des tueurs en série ont affirmé qu'ils pouvaient se transformer en loups-garous. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs ont été jugés et condamnés pour avoir commis des actes ignobles et massacré des innocents. Mais par ailleurs, l'existence de cette créature n'a jamais été prouvée. Lorsqu'on parle de loup-garou, la plupart du temps, on pense à un homme qui se métamorphose et non à une femme. Pourtant, il y a une histoire très ancienne, datant des années 1800, qui parle d'une femme soupçonnée d'en être un. Il faut dire qu'à cette époque, les gens croyaient à ces créatures, comme ils croyaient d'ailleurs aux sorcières. La femme en question était encore une jeune fille qui avait seulement 14 ans au moment des faits. Elle s'appelait Émilie, et voici son histoire. Il y a plus d'un siècle, dans les années 1800, dans le comté de Talbot, un comté rural situé dans le sud-ouest de la Géorgie, près de Woodland, vivait une jeune fille nommée Emily Isabella Burt. Issue d'une famille riche et importante, Emily faisait partie d'une fratrie de 5 enfants, dont elle était le 3e. Physiquement et mentalement, elle était complètement différente de ses frères et sœurs, et ressemblait surtout à son père. Elle avait de petits yeux noirs. Ses cheveux et ses sourcils étaient épais et broussailleux, presque masculins. Et ses dents, elles étaient étrangement pointues, un peu comme ceux d'un animal. C'était une jeune fille plutôt réservée, et à cause de son aspect physique, on se moquait beaucoup d'elle. Concernant sa dentition étrange, dans un rapport, il est dit que la mère d'Emily décida un jour de l'emmener voir un dentiste de la région, afin de lui demander si les dents de sa fille pouvaient être modifiées pour qu'elles soient un peu plus normales. Mais sa réponse fut négative, puis ce dernier a ajouté « Ses dents sont parfaitement saines. Après tout, ne sommes-nous pas essentiellement des humains carnivores ?» Peu de temps après, Émilie commença à souffrir d'insomnie chronique, et malheureusement dans la même année, elle perd son père dont elle était si proche. Celui-ci décède à l'âge de 37 ans, laissant la pauvre jeune fille complètement dévastée. La vie de cette dernière était déjà compliquée, donc cette perte n'a fait que rajouter encore plus de mal-être, car l'homme était le seul à qui elle pouvait se confier et qui la comprenait. Aussi, ce dernier laissa à sa femme Mildred une somme d'argent assez conséquente, lui permettant de continuer d'assurer l'avenir de toute la famille. Au fil du temps, la mère d'Emily commença à beaucoup s'inquiéter pour sa fille, car en effet sa santé ne faisait que décliner. Ne pouvant la laisser ainsi, Mildred dut alors prendre la décision de la faire partir, pensant que l'éloignement lui serait plutôt bénéfique. Elle l'envoya donc chez l'un des membres de sa famille en Angleterre, en lui faisant suivre une année d'études. Au début, son séjour là-bas semblait lui faire beaucoup de bien.
Seulement, après quelques mois, sa mère reçoit une lettre de la parente chez qui elle était, disant qu'Émilie devenait étrangement nerveuse et colérique. Du coup, son séjour en Angleterre fut écourté et la jeune fille dut rentrer chez elle. Aussi, lorsqu'elle fut de retour dans sa famille, ceux-ci purent constater qu'elle avait effectivement changé. Elle était souvent en colère, et parfois elle devenait presque méchante et provoquait son entourage. Et la nuit, elle dormait peu, était constamment agitée, émettant même des gémissements. Sa mère et ses voisins craignaient qu'elle ne soit tout simplement devenue folle. Le plus étrange est que la famille s'est rendu compte que les choses s'aggravaient principalement au cours de la semaine de la pleine lune. Puis après quelques mois, le comportement d'Émilie a commencé à devenir de plus en plus inquiétant. En pleine nuit, elle se réveillait, sortant de la maison pieds nus. La jeune fille, pour on ne sait quelle raison, se rendait dans la forêt, puis revenait au petit matin avec sa robe déchirée, parfois même sans aucun vêtement. Sa mère, très inquiète pour elle, décide de faire venir des médecins afin de l'examiner. Mais ils ne constatent rien de vraiment anormal et concluent que ce comportement étrange était certainement dû à la puberté. Par ailleurs, lorsqu'ils lui ont demandé si elle se rappelait de ses fameuses promenades dans la forêt, celle-ci affirma n'en avoir aucun souvenir. Peu après, Sarah, l'une des sœurs d'Émilie, se fiança avec un jeune homme du nom de William Gorman. Il venait d'une famille de fermiers qui possédaient des moutons. Un jour, celui-ci se rendit chez les Burt, leur annonçant qu'une étrange bête avait attaqué ses moutons et que ceux-ci avaient été gravement blessés. Craignant que la même chose arrive à ces animaux, en entendant ça, la mère d'Émilie commença à avoir peur. Et Émilie, elle, s'est beaucoup intéressée à ce qui se passait autour de l'animal, posant de nombreuses questions. Elle a même demandé à William si ce prédateur pouvait être un loup. Lorsqu'il se rendit à nouveau chez eux, les choses semblaient s'être aggravées, car d'après ses dires, d'autres moutons avaient été attaqués, et pire encore, cette fois-ci, certains d'entre eux avaient été tués, ainsi que plusieurs bovins. Malheureusement, lui et sa famille n'étaient pas les seules victimes dans l'histoire, car en effet, dans tout le comté de Talbot, d'autres fermiers et bergers vivaient le même drame. Leur bétail se faisait massacrer de la même manière, parfois blessés ou déchiquetés. C'en était trop, et les pertes d'animaux étaient bien trop importantes. Il fallait agir vite. Alarmé par la situation, le futur beau-frère d'Émilie prend une décision afin d'arrêter ce carnage. Avec d'autres volontaires fermiers, il constitua un groupe, tous prêts à se débarrasser de cette bête, coûte que coûte. Malgré tous les efforts employés pour retrouver l'animal, on n'arrivait toujours pas à l'attraper. Puis, une nuit de pleine lune, dans la même année, on réussit finalement à le trouver. Celui-ci a été repéré dans le pâturage des moutons des Burt. Selon les dires, l'animal qu'ils ont vu était assez grand, avait de longues griffes et, chose étrange, pouvait se tenir sur 2 ou 4 pattes. La créature ressemblait à un loup, mais sa façon de se déplacer et sa carrure faisaient plutôt penser à quelque chose de bien plus sinistre. De plus, plusieurs personnes ce soir-là lui ont tiré dessus, mais n'ont pas réussi à l'abattre. À partir de ce moment-là, beaucoup ont donc pensé que cet animal n'était pas qu'un simple loup, mais une créature plus féroce et effrayante, le genre de créature qui semble insensible aux balles normales, un loup-garou. Sachant à qui ils avaient affaire, les chasseurs décidèrent d'agir en conséquence. D'après la légende, on sait que contrairement aux balles en plomb, seules des balles en argent pouvaient venir à bout de cette créature. Alors ils firent fondre différents objets en argent pour en faire des balles. Ils allèrent même jusqu'à faire fondre leurs coies accrochées dans leur maison afin d'avoir assez de balles pour abattre la bête. C'est à l'approche de la pleine lune qu'ils reprirent les recherches en parcourant toute la forêt, espérant cette fois-ci retrouver la créature et s'en débarrasser une fois pour toutes. La tâche avait été jusque-là assez compliquée.
Mais voilà qu'une nuit, lors d'une battue dans la forêt, un groupe de chasseurs aperçurent quelque chose d'assez terrifiant. Il y avait là une étrange silhouette. Celle-ci avait la taille d'un humain, mais le faciès d'un loup, et se déplaçait comme un humain, sur deux pattes. Dès qu'ils l'ont vue, ils n'hésitèrent pas à lui tirer dessus, leur fusil muni de ces fameuses balles en argent. Malheureusement, la créature réussit tout de même à s'enfuir dans la forêt. Cependant, les chasseurs se rendirent compte qu'elle avait été blessée, car en effet, après sa fuite, ils retrouvèrent des traces de sang par terre. On raconte que le lendemain matin, la mère d'Émilie aurait retrouvé sa fille dans la forêt. Cette nuit même où la créature avait été traquée et blessée, étrangement, Émilie n'était pas dans sa chambre. Donc la nuit de cette fameuse chasse au loup-garou, inquiète, sa mère avait été vérifier si cette dernière était là parce qu'elle savait qu'elle se rendait parfois dans la forêt la nuit. Elle vérifia dans toute la maison, mais sa fille avait disparu. Mildred Burt possédait de nombreuses armes à feu et savait bien s'en servir. Donc ce soir-là, elle décida de se munir d'un pistolet et de partir à la recherche d'Émilie. Elle avait des soupçons depuis longtemps. Elle pensait qu'Émilie était peut-être impliquée dans cette affaire et elle voulait en avoir le cœur net. La peur au ventre, elle prit une lanterne, l'alluma, puis se dirigea vers la forêt. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a trouvé Émilie allongée sur le sol et constata avec horreur que celle-ci était blessée. En effet, sa main gauche était touchée. Elle avait visiblement reçu une balle. Voyant sa fille dans cet état, elle fit tout ce qu'elle pouvait pour arrêter le saignement et s'empressa d'aller chercher de l'aide. Pour ne pas éveiller les soupçons sur Émilie, la famille de la jeune fille raconta que dans l'agitation de cette fameuse nuit de chasse, celle-ci s'était en fait retrouvée au milieu des tirs de fusil et avait été blessée accidentellement. Après ça, Émilie fut soignée par un médecin de la région qui lui sauva la vie. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler dans le comté sur ce qui était arrivé ce soir-là à la jeune fille. Les gens se sont mis à faire le lien entre la traque du fameux loup-garou et la blessure d'Émilie. Et beaucoup pensaient que la créature et la jeune fille ne faisaient qu'un. Pour eux, le loup-garou qui tuait le bétail, c'était elle. Afin de venir en aide à sa fille, Mildred Burt décida de l'envoyer à Paris, chez un médecin spécialiste en lycanthropie. La lycanthropie étant une maladie mentale qui donne l'illusion aux patients de s'être transformés en loup, et qui a été longtemps considérée à l'époque comme la réelle transformation d'un humain en loup-garou. Étrangement, peu de temps après le départ d'Émilie, les attaques de bétail ont complètement cessé. Quelques années plus tard, cette dernière retourna en Géorgie, apparemment guérie de cette fameuse maladie. La jeune femme n'était plus la même. Elle n'avait plus le même comportement agressif et nerveux et ne se rendait plus la nuit dans la forêt. Bien que de nombreux habitants de la région soupçonnaient qu'Émilie était impliquée dans cette affaire, la jeune fille n'a jamais été publiquement accusée. Émilie vécut le reste de sa vie à Woodland en tant que femme d'affaires et propriétaire et ne s'est jamais mariée. Elle décède à l'âge de 70 ans et on l'enterra dans un petit cimetière situé en Géorgie. On raconte que des choses étranges se produisent dans la région, que la tombe d'Émilie est hantée par le fantôme du loup-garou, et que certaines nuits, l'esprit d'Émilie peut être entendu errant dans les collines de Géorgie hurlant tristement. Cette histoire de loup-garou a été bien sûr réfutée par les sceptiques, mais aujourd'hui encore, les habitants de la région se demandent quelle était la bête qui s'attaquait au bétail des fermiers du comté de Talbot. Était-ce vraiment un loup-garou ou juste un simple loup? Et surtout, est-ce que la jeune Emily Burt y était pour quelque chose?
Nous sommes dans le Wisconsin en 1936. Mark Shackelman, un père de famille d'une trentaine d'années, est veilleur de nuit à Saint-Coletta, une école pour jeunes ayant un handicap mental. L'école se trouve dans un ancien couvent franciscain. Sur le terrain, il y a un verger, de vieux bâtiments et de grands champs ouverts où plusieurs anciens tumulus amérindiens ont été préservés. Il est très tard, et l'homme fait sa ronde de nuit sur le terrain, quand soudain il aperçoit quelque chose au loin, une ombre étrange. Intrigué, il décide alors de se rapprocher, mais lorsqu'il braque sa lampe de poche sur celle-ci, ce qu'il voit lui glace le sang. Il y a là une forme sombre, courbée, qui creuse dans l'un des tumulus indiens. La chose creuse comme un chien le ferait. Seulement, vu sa taille, ça pouvait difficilement en être un. Bientôt, il remarque l'homme, et voilà que la créature se lève sur ses deux pattes arrière. Debout, celle-ci fait bien plus d'1,80 m. Dotée d'une fourrure épaisse, son torse musclé ressemble à celui d'un humain, mais sa tête est celui d'un chien ou d'un loup. Il regarde l'homme droit dans les yeux avant d'ouvrir la bouche et se mettre à grogner. Terrifié, lentement, Shackelman commence à faire un pas en arrière. Mais heureusement pour lui, la bête se retourne brusquement, s'enfuit dans les bois et disparaît. La nuit d'après, l'homme est retourné à son travail. Alors qu'il effectuait sa ronde de nuit, il a revu la créature. Celle-ci était dans la même position, en train de creuser dans le même monticule. Lorsqu'elle l'a aperçu, elle a commencé à grogner, mais cette fois son grognement était assez terrifiant. En effet, il était à la fois mi-humain, mi-bête. Comme la nuit précédente, la créature s'est enfuie dans les bois et a disparu. Après ça, l'homme ne l'a plus jamais revue. Ce que Shackelman a aperçu durant ces 2 nuits est une créature qu'on appellera par la suite la bête de Bray Road, nommée ainsi par rapport à Bray Road, une route de campagne à Elkhorn, dans le Wisconsin, où il y a eu de nombreuses observations de la créature. Autour de cette zone, on a retrouvé aussi beaucoup d'animaux atrocement mutilés et à moitié dévorés. Des cerfs, du bétail, etc. Plusieurs témoins ont décrit la bête de Bray Road comme étant très grande, environ 1,80 m à 2 m, avec une fourrure grise et brune. On dit que sa tête ressemble à celle d'un loup et d'un ours, ou les deux en même temps, mais que sa silhouette est humaine et musclée, et qu'elle est à la fois quadrupède et bipède. Certains pensent que cette bête est peut-être une sorte de loup-garou ou dogman, d'autres pensent qu'il s'agit d'un Bigfoot. C'est plus particulièrement dans les années 80 et 90 que les observations de cette étrange créature sont devenues plus fréquentes. Nous sommes en 1989 sur Bray Road. Une gérante de bar, Lorraine Andressi, rentre chez elle après son travail. Alors qu'elle roule tranquillement, elle aperçoit une silhouette sur le bord de la route. C'est une créature immense au visage de loup, avec des bras musclés, accroupie à côté d'une carcasse d'animal. Comme un homme, elle arrachait la chair de la carcasse avec ses mains. Complètement terrorisée, la femme a appuyé sur l'accélérateur et est rentrée chez elle. « Je n'ai pas très bien dormi cette nuit-là », a-t-elle déclaré dans une interview. Dans la même période, Scott Bray, un producteur laitier, a déclaré avoir aperçu sur sa propriété un animal ressemblant à un chien, mais beaucoup plus grand et gros qu'un chien, avec un corps et un arrière-train de forme bizarre. L'étrange animal ne l'a pas vu, mais lorsqu'il s'est éloigné, l'homme l'a suivi. Ce dernier a disparu derrière un tas de rochers. Il ne restait que ses empreintes de pas. Nous sommes dans les années 90. Doris Gibson, une jeune fille de 18 ans, conduit tranquillement sur Bray Road. Il pleut très fort.
Brusquement, son pneu doigt heurte quelque chose. Alors, elle décide de s'arrêter et de sortir pour voir ce qui se passe. Mais elle ne trouve rien d'anormal. Seulement, voilà qu'en regardant sur le bord de la route, la jeune fille se rend compte qu'il y a une énorme silhouette. Et cette silhouette est celle d'un loup se tenant debout comme un homme. Terrorisée, elle s'empresse de rentrer dans sa voiture. Alors qu'elle s'élance sur la route, la bête bondit sur le coffre de son véhicule, mais heureusement elle finit par tomber. Une autre femme a déclaré que l'animal avait essayé de s'introduire chez elle, puis avait attaqué l'un de ses chevaux, lui laissant une entaille dans le dos. La femme a aussi affirmé que les empreintes qu'il a laissées derrière lui mesuraient plus de 30 cm de long. En novembre 2006, Kruger, un homme engagé par le ministère des Ressources naturelles, a signalé aux autorités qu'un animal d'environ 2 mètres avait sorti un cerf de l'arrière de son camion vers 1h du matin. L'homme avait chargé la carcasse dans son camion sur la route 167 près de Station Way. Ensuite, il est monté dans la cabine, mais alors qu'il se préparait à partir, il a senti son camion trembler fortement. Il a regardé par la fenêtre arrière avec une lampe de poche et a vu une silhouette sombre se tenir devant le haillon de son camion. C'était un grand animal noir avec un visage de loup et plus gros qu'un ours. Ce dernier avait sauté à l'arrière de son camion, sortant la carcasse que l'homme venait de charger. Surpris et horrifié par la scène qu'il venait de voir, l'homme est parti très rapidement, sans jamais se retourner. En juillet 2020, Ron Rice, un ouvrier, se rendait dans la ville voisine de Lyons, dans le Wisconsin, pour livrer de l'engrais à une ferme sur la route 36, à l'ouest de Churchwood. Alors que M. Rice était assis dans son camion, il a aperçu une énorme bête. Celle-ci ressemblait à un loup et se tenait sur 2 jambes. Selon l'homme, la créature devait mesurer au moins 2 mètres de haut. L'animal s'est alors penché et a ramassé quelque chose avant de retourner dans la forêt. 2 semaines plus tard, Ron Rice est retourné dans cette région et croit avoir vu la bête à nouveau. Une fois encore, cette dernière semble ramasser quelques objets avant de retourner dans les bois. En 1997, dans le Wisconsin, un couple d'amis aperçoit dans la cour arrière une créature massive avec des jambes ressemblant à celles d'un humain, alors que le haut du corps et la tête ressemblaient à celles d'un loup. La créature était debout et semblait respirer profondément. Elle est restée ainsi durant une demi-heure, jusqu'à ce que le père du témoin s'approche avec une grande lumière pour l'éclairer. Cette lumière a effrayé la créature et cette dernière a fui dans les broussailles à côté de la route sur 2 pattes. Liam Fell, un professeur de mathématiques à la retraite qui possède une ferme près de Bray Road, a entendu parler de la légende de la bête pour la première fois en 2013. Il avait invité 2 voisins pour l'aider à emballer du foin en échange de quelques caisses de pierre. Et pendant qu'ils travaillaient, l'un d'eux a fait un geste vers les champs derrière la propriété de Hanfel et a dit qu'il fallait faire attention, car la bête de Braywood vivait dans les parages. Au départ, l'homme était sceptique quant à la déclaration de ce voisin, mais par la suite, il s'est rendu compte qu'un bon nombre d'entre eux croyaient en l'existence de cette créature. Et plus tard, il a lui-même fait une expérience étrange. Je sortais de ma cour en route pour Walmart, dit-il. Il faisait sombre, et j'ai vu 2 yeux rouges brillants sur le côté de la route. Puis tout d'un coup, ils se sont retrouvés à 6 mètres plus loin dans le champ. L'homme avoue qu'il n'a pas bien vu le visage de la créature, mais il pense qu'elle devait mesurer au moins 2 mètres de haut et se déplacer beaucoup plus vite qu'un chien ou un coyote. Il est persuadé que les yeux qu'il a aperçus n'appartiennent à aucun animal ordinaire. Je porte une fusée éclairante avec moi quand je vais sur le terrain la nuit maintenant, dit-il.